Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne Formation et Inclusion. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un événement organisé par Webikeo sur le thème des formations à distance et sur la thématique de Calliope précisément aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir deux invités qui vont se présenter. Alors, je vous explique brièvement d'abord comment va se passer le planning. Petite présentation, on va faire un petit rappel rapide de Calliope. Ensuite, les points de vigilance. On va parler des preuves à présenter. Et ensuite, petite question-réponse. Donc, aujourd'hui, qui je reçois? Donc, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Roher et Fabrice Laurendon. Donc, déjà d'une, merci messieurs d'avoir accepté mon invitation à me rejoindre ce jour et à animer ce webinaire avec nous. Le plaisir est partagé. Donc, Fabrice, je vais te laisser te présenter déjà en premier. Ouais, écoutez, moi je m'appelle Fabrice Laurendon, je suis on va dire un peu multi-casquette dans la formation. Donc moi j'ai une base plutôt que HSE, mais je fais de l'ingénierie pédagogique, conception e-learning, mais je suis également auditeur Calliope, donc j'ai une vision assez claire du sujet, on va dire. Alors, combien d'audits menés à ce jour, mon cher ami? Mon cher ami, on est à peu près à 12 audits. Ouais, 12, non, j'ai compté à la fois 15 maintenant, 15 audits depuis début d'année. Ah oui, Ouais. c'est quand même. Voilà, un petit peu de tout, hein, des indices de formation, des centres de bilan de compétences, et même un CFA hors les murs. Oui, alors d'avance, excuse-moi, je réponds à une question. Bien sûr que la présentation sera téléchargeable. Voilà, et d'ailleurs, merci Fabrice d'être là. Ton expertise et surtout ta qualité, je sais à quel point tu travailles bien et à quel point tu es un auditeur compétent. Et c'est surtout ton expertise et ton expérience pédagogique qui va être très utile aujourd'hui sur la formation à distanciel, puisque c'est aussi ton cœur de métier, enfin une partie de tes activités. Ouais, ça, c'est Ensuite, un jeu. Ensuite, je vais arrêter de présenter et je vais laisser la main à Nicolas. Donc, Nicolas, je suis ravie que tu sois là. Donc, je vais te laisser te présenter et présenter Merci Evolve. Nathalie. Merci de nous avoir invités. Nicolas Henrer, donc moi je suis directeur commercial d'une nouvelle société d'un organisme de certification qui vient de se créer, qui s'appelle Evolve. C'est là que je lance la présentation, Nathalie? Oui. Ouais. Alors comme ça, je vais pouvoir vous le présenter. C'est bon. C'est bon, ça Oui, ça ça arrive. fonctionne? Alors pourquoi Evolve? C'est la première question qu'on peut se poser. Alors on a choisi de l'appeler Evolve parce que pour nous la certification, c'est une évolution. On contribue, à faire évoluer les entreprises en les passant d'un point A vers un point B. Et l'objectif, c'était de faire un organisme de certification à la fois, responsable, donc c'est-à-dire qu'on a une responsabilité vis-à-vis de la satisfaction de nos clients, de l'accréditation et autres, et engagé parce que, on est, je crois, un des premiers organismes de certification, qui est entreprise à mission. C'est-à-dire que dans nos statuts, on a fait figurer des engagements environnementaux et sociaux. Donc c'est le seul, organisme de certification, en tout cas à ma connaissance, hein, qui est, aujourd'hui entreprise à mission. La vision d'Evolve, donc c'est, voilà, on considère, hein, que la certification, c'est un levier de croissance pour la transformation des entreprises. Donc là, on est plus, sur la partie, transition écologique. L'objectif, c'est vraiment de faire grandir, nos clients et c'est en faisant grandir que nos clients qu'on grandit et comme ça qu'on active un cercle vertueux. Alors, qui sommes-nous en quelques chiffres, hein, on est 2 associés auditeurs, donc Cédric que vous voyez et moi-même, on est auditeur QSE, donc qualité, sécurité, environnement et Calliope. On fait de la certification, on a la joie d'être, dans ce domaine depuis 18 ans. Donc on a commencé, finalement, par la certification et puis, on est passé par divers organismes de certification comme AFNOR, SGS, APAV et cetera. Et on travaille donc avec 30 partenaires. Donc on a 30 partenaires qui peuvent être, à la fois des consultants, des formateurs, des auditeurs et qui viennent, intervenir
pour notre compte quand c'est de la certification, et puis pour leur compte quand c'est, par exemple, du conseil ou de la formation. On est donc société à mission, donc ça c'est la partie responsabilité sociétale des entreprises, RSE, et aujourd'hui on commercialise 8 référentiels, 8 types d'évaluation ou d'audit, dont Calliope. Et puis donc, alors là je vois pas, oui il faut que je ferme, effectivement, on a 4 valeurs, donc la valeur expertise, très importante pour un organisme de certification, puisque il nous faut être à jour de l'ensemble des textes réglementaires, normatifs, pour pouvoir auditer convenablement. L'engagement, donc ça c'est l'engagement dont je vous parlais, on est société à mission, mais on est aussi engagé dans la normalisation, puisqu'on fait partie de 3 commissions de normalisation AFNOR, notamment sur l'énergie et le climat. L'humain, parce qu'on s'est rendu compte, de par nos expériences durant les 18 ans, que l'humain quittait peu à peu la certification, et qu'on voulait vraiment remettre de l'humain dans nos relations avec nos clients. Donc on n'hésitera pas à téléphoner. La transparence aussi, parce que ça c'est normal, hein. Un organisme de certification doit être transparent vis-à-vis de ses clients et ses partenaires, c'est-à-dire qu'on doit être transparent à la fois sur nos relations commerciales, mais aussi sur nos relations, j'allais dire, humaines avec l'ensemble de notre écosystème. Ce qui est totalement aussi en lien avec Calliope, puisqu'il y a aussi de la transparence dans Calliope. Oui, oui, tout à fait. Et pour finir, donc voici sur cette slide-là, vous allez retrouver les différents référentiels dont je vous parlais tout à l'heure. Donc Calliope, vous voyez en haut à gauche, et puis ensuite on a des référentiels sur la qualité, la sécurité, l'environnement, le développement durable aussi, et enfin l'économie circulaire, parce qu'on est un organisme de certification très engagé sur cette partie économie circulaire. On est convaincu que pour continuer à faire fonctionner notre monde sans perdre un maximum d'emplois, ou en tout cas changer d'économie, il faut qu'on mette en place des process qui permettent de moins piocher de ressources au sein de notre planète. Voilà, et puis vous avez les coordonnées juste en dessous, Très bien. si vous voulez aller sur le Ça site internet. sera l'occasion d'un futur webinaire, je pense, ce sujet-là, de l'économie circulaire, qui est effectivement un sujet qui est très, très d'actualité, et on a besoin de s'en saisir un petit peu plus. Alors, j'espère que mes problèmes de micro sont résolus, parce qu'apparemment, on ne m'entendait pas très bien, d'après ce que j'ai lu dans le chat. Donc, je te remercie, Nicolas, pour cette présentation de Evolve et de toute son offre. Merci. Et donc, là, aujourd'hui, nous allons surtout parler de Calliope. Et là, je reprends donc ma petite présentation et nous allons parler de Calliope. Donc, aujourd'hui, le but de ce webinaire, ce n'est pas non plus de vous parler de Calliope, voilà, de passer un à un sur les indicateurs. Aujourd'hui, le but de ce webinaire, c'est déjà de donner un niveau d'acculturation sur Calliope. Parce que peut-être que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui sont dans une interrogation, ou alors qui ont déjà le label, enfin, leur Calliope, et qui arrivent sur l'audit de surveillance, ou alors, voilà, des gens qui sont juste là par curiosité. Donc, pour rappel, Calliope, c'est une marque de certification qualité attribuée aux organismes prestataires d'actions de formation, d'actions concourant au développement de compétences, puisque ça concerne aussi tout ce qui est bilan de compétences, permis ou autre. L'objectif de Calliope, c'est d'uniformiser la qualité des formations et de faciliter le choix des organismes de formation pour les financeurs et les apprenants. Il y a 7 critères, 32 indicateurs. Il y a des critères justement, enfin des indicateurs aujourd'hui sur lesquels on va focus, parce qu'on est sur la formation en distanciel et par rapport à nos expériences réciproques d'auditeurs ou bien de consultantes, donc avec de nombreux audits où j'ai accompagné mes clients sur Calliope. On a quand même une large vision de ce qui est attendu sur la formation à distance, les erreurs qu'on a pu voir. Donc, tout ça, on vous a préparé justement des éléments de réponse sur lesquels on va vous apporter notre éclairage. Donc, Calliope, je reviens rapidement dessus. Donc, pourquoi Calliope? Ah tiens, justement, Nicolas, pourquoi un organisme de formation a besoin du label Calliope? On t'entend plus. Hop là, ça y est, c'est revenu. Voilà.
Voilà, j'avais coupé mon micro pour pas te déranger. Donc, ce qu'on a constaté en faisant nos audits et de par notre expérience en général, hein, c'est que, alors déjà, il y a un critère qui est obligatoire. Calliope est obligatoire pour pouvoir accéder à bénéficier, en tout cas, que les clients puissent bénéficier de fonds publics, mais il est souvent mis en avant que Calliope sert aussi à attester de la qualité des processus de l'organisme de formation. On a la possibilité aussi, en étant Calliope, d'accéder à de nouveaux marchés, donc d'avoir de nouveaux clients. On peut améliorer aussi la lisibilité de l'offre de formation ou même ouvrir de nouveaux partenariats avec d'autres organismes de formation qui eux, sont Calliope, ont besoin de co-traitants, par exemple, qui sont Calliope. Alors, là, c'est un avis personnel, mais c'était un avantage concurrentiel, Calliope. Et aujourd'hui, là, je suis allé voir tout à l'heure, donc sur la liste, à combien de certifications Calliope on était en France. Aujourd'hui, on en est à 43 603, pour être précis, d'organismes de formation qui sont certifiés Calliope. Ça fait 38% des NDA totaux, parce qu'on est à 115 000 NDA aujourd'hui qui ont été délivrés donc à des organismes de formation. Donc voilà, il y a 40% des organismes qui sont certifiés. Je me souviens que quand on avait lancé en tant qu'organisme certificateur quand Calliope s'était lancé plutôt, je me souviens qu'on avait dit qu'on certifierait à peu près 40 000 organismes. Donc l'objectif finalement est atteint puisqu'on est à 43 000 et même dépassé. Donc voilà, je pense que l'essentiel, c'est de pouvoir à la fois avoir des processus de formation qui sont de meilleure qualité et puis ensuite d'accéder effectivement à de nouveaux marchés. Mais demain, pour vraiment se différencier sur la partie concurrentielle, il faudra, quand on regarde la réglementation aujourd'hui, qu'elle soit européenne ou mondiale, on voit bien qu'on va vers une réglementation au-delà de la taxonomie qui va vers l'environnement et le social. Donc il faudra s'investir sur des référentiels qui auront forcément des exigences plus environnementales et plus sociales. Je dis toujours que Calliope, c'est le premier pas quand on ne connaît pas la qualité pour s'engager ensuite dans d'autres démarches qualité qui peuvent avoir beaucoup, beaucoup de sens. Surtout que maintenant, voilà, il y a la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Ça, c'est un autre sujet qui n'est pas le sujet du jour, mais effectivement, voilà, bienvenue. Oui, donc 43 000 certifiés Calliope aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez conséquent. Ce qui est aussi conséquent, c'est le nombre d'organismes qui ne sont pas Calliope. Donc, il y en a vraiment qui ont décidé, qui ont fait le choix. Dernièrement, beaucoup de choses, enfin sur les réseaux, on a vu Calliope, quel est l'intérêt de Calliope. La chose qui est ressortie le plus sur les derniers organismes, enfin sur les organismes de formation, pour eux, bien sûr que c'était l'accès aux fonds publics, mais au-delà de ça, c'est surtout la qualité de la formation, d'afficher vraiment qu'on a un organisme qui a des process, qui respecte un cadre normé et qui est pour du coup une preuve de valeur, de qualité et d'excellence. Mais effectivement, il va falloir savoir se différencier. Alors, on continue sur Calliope parce qu'on commence à aller dans tous les sens. Donc, petit rappel pour ceux qui ont des bases de Calliope. Selon le type d'action que vous faites, vous n'allez pas être audité sur le même nombre d'indicateurs. Si vous êtes sur de la formation professionnelle, c'est 23. Si vous êtes sur du CFA, là, c'est sur l'ensemble des indicateurs. Donc, bien évidemment, si vous faites du distanciel, tous ces indicateurs, il faudra aussi les prendre en compte. Donc, ça, c'était juste un petit rappel rapide, vraiment, de tout ce qui était sur Calliope. Alors, attendez, hop, voilà. Ensuite, non, j'ai loupé un slide, excusez-moi. Donc, Calliope, quand on s'y engage, voilà, c'est vraiment une prise de décision et d'engagement. Les 2 prochains slides, c'est vraiment la réflexion Calliope, qu'est-ce qui vous emmène à aller vers Calliope. Quand on décide de s'engager dans le processus, c'est pour une bonne raison. Et ensuite, il faut comprendre les enjeux de Calliope, les critères et les implications de cette démarche. Puisque obtenir Calliope, c'est bien,
mais c'est le faire vivre qui est mieux. C'est de le maintenir dans le temps et surtout de créer des procédures, de mettre en place des process, voire même des automatisations qui vous permettent de garantir un niveau de qualité tout du long. Voilà. Deuxième point, auto-évaluation et formation. Voilà, avant qu'on s'engage dans une démarche Calliope, même quand on est dans une démarche d'audit de surveillance ou de renouvellement, et on se fait une petite auto-évaluation, un petit auto-audit. On regarde ce qu'on a par rapport aux 7 critères, les 32 indicateurs. Si on a besoin, on se forme. Il y a suffisamment de ressources à l'heure actuelle, entre des webinaires comme le mien. Il y a vraiment énormément de ressources qui vont vous permettre de vous approprier Calliope et de pouvoir justement décliner par rapport à votre organisation. La préparation du dossier, bien évidemment. Donc là, c'est ce qu'on appelle la collecte de preuves, qui démontre la conformité aux critères de Calliope. Et enfin, le choix de l'organisme certificateur accrédité, bien évidemment, pour réaliser l'audit de certification. Donc ça, c'est vraiment la base, le b.a.-ba. Ensuite, une fois que vous avez passé l'audit, il y a la décision de certification. Éventuellement, si vous avez des actions correctives avant la décision, vous devez mettre des actions correctives, enfin, des non-conformités, vous devez mettre des actions correctives en place. Ensuite, vous avez les suivis et les audits de surveillance. Et c'est ça que je dis vraiment. Calliope, à l'instant T, c'est bien, mais il ne faut pas l'oublier. On a eu des très mauvaises surprises. Certains, voilà, arrivés à l'instant T de l'audit de surveillance, c'est un petit peu la panique à bord parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas envoyé les questionnaires de satisfaction. Des tas de petites choses comme ça que Fabrice pourra témoigner. Et enfin, voilà, le renouvellement de la certification. Calliope, c'est valable 3 ans avec un audit de surveillance au milieu. Donc, qu'on rentre dans une démarche Calliope, c'est pour un long moment. C'est vraiment une démarche qualité. Ce qu'on a voulu aussi voir avec ces messieurs aujourd'hui, et justement sur la thématique des éléments de la formation à distance, il y a quand même des éléments de preuve qui doivent être précis et qui démontrent que vous offrez, enfin que votre offre de formation, elle est qualitative. Donc, il y a des éléments de preuve qu'il va falloir montrer. Ça peut être des plateformes, des outils, stratégies de communication et de soutien pour les apprenants à distance, les méthodes pour suivre et évaluer les progrès des apprenants à distance, les adaptations faites. Donc tout ça, c'est un ensemble de choses à prendre en compte. Quand on est sur du distanciel, il faudra apporter plus de preuves, plus de précision. Avec Fabrice, Nicolas, bien évidemment, on a préparé ce webinaire. Et il y a surtout ces 5 indicateurs, excusez-moi, sur lesquels on s'est retrouvé justement à avoir vu de nos yeux des petits problèmes de compréhension par rapport justement à l'indicateur. Donc le premier, c'est le premier indicateur, c'est l'indicateur d'information, comme je les appelle. Pour rapidement, c'est que vous devez prouver que vous diffusez une information accessible au public, détaillée et vérifiable. Donc c'est là où justement ton expertise, Fabrice, je vais te solliciter. Qu'est-ce qu'on attend à cet indicateur-là en tant qu'auditeur? Qu'est-ce que tu vas vouloir voir quand on est sur du distanciel? Ouais, alors pour le coup, je vais un petit peu élargir le spectre de la simple conformité à peut-être celui aussi des bonnes pratiques du digital et des avantages que ça peut être et puis de ses enjeux en fait. C'est-à-dire que dans le digital, faut pas se tromper, il y en a qui ont commencé à avoir une espèce de poule aux œufs d'or où on va pouvoir massifier en fait la formation, notamment dans le digital learning, on a plusieurs choses. On a le e-learning pur qui va être que des éléments asynchrones. Donc on n'est pas en réel, dans le même espace-temps avec le formateur. Enfin, même le formateur, c'est finalement le feedback, c'est que le logiciel lui-même qui va les fournir, tout est automatisé. Et le code du travail, en fait, me rappelle que mettre à disposition des ressources auto-formatives seul, ça marche pas, clairement. Là, on n'est même pas dans Calliope. Calliope va valider les dispositions du code du travail, mais il faut déjà poser ce préalable-là. C'est-à-dire que si on veut faire du digital aujourd'hui, le code du travail il va nous dire qu'il faut une assistance technique, une assistance pédagogique et des évaluations.
Donc voilà, on doit déjà être dans ces choses-là. Mais dans le critère 1, si on y revient bien à l'information du public, il y a quelque chose qui va être vraiment crucial, ça va être le prérequis. Le prérequis qu'on va pouvoir relier à sa vérification, mais bien sûr, qui dit digital, dit utilisation des outils informatiques et nous dit qu'il va falloir que j'informe. Moi, je suis quand même étonné. Alors, en tant qu'auditeur, je ne vais peut-être pas aller jusque-là, mais chaque fois que j'ai fait, c'est très rare quand j'ai fait des formations digitales qu'on m'a donné la connexion Internet minimale à avoir pour faire un module. Donc, à mon sens, Effectivement, totalement. après, c'est une histoire de, pas forcément que de conformité, mais aussi d'anticiper les problèmes que je peux avoir avec mon client. Je veux dire, quand je demande une connexion Internet à 4 mégabits, si le bénéficiaire n'a pas une connexion à 4 mégabits, moi, commercialement, je suis clean. C'était des choses que j'avais demandé. Il faut aussi comprendre ça. Si on fait de la qualité, ce n'est pas que pour la conformité, c'est aussi pour se prémunir de défauts et contractuellement avoir des arguments également. Donc, voilà, dans les prérequis techniques, dans le niveau aussi des apprenants avec l'outil informatique, il va peut-être falloir définir des choses qui sont en lien avec les plateformes desquelles on va se servir. Et il va falloir bien sûr mentionner les outils et comment ils sont mis à disposition, quoi. Une autre manière aussi que moi j'utilise avec certains clients qui ont une partie de leur formation en distanciel, ce qui est intéressant de faire, c'est de mettre le test de positionnement par le biais d'un formulaire. Si le candidat complète le formulaire qui est sur mon questionnaire en ligne, ça prouve qu'il y a une connexion à Internet. Tout bêtement déjà dit. Et qu'il est déjà à l'aise avec l'outil aussi, quoi. Et qu'il est à l'aise avec l'outil informatique, exactement. Pas tout valider. Voilà, donc ça permet déjà, c'est des petites choses comme ça qu'on vous donne, voilà, c'est des petits tips. Alors, j'ai vu qu'il commence à y avoir des questions. Je vais mettre des petits cœurs à côté et puis on y répondra après. On a prévu un petit temps pour répondre aux questions, justement. Donc, oui, il y a cette notion d'information du public qui est vitale. Par exemple, si vous êtes sur de la formation e-learning, en partie, vous avez un module, combien de temps le module doit être fait? Est-ce que le module lui sera fait en 2 heures, 5 heures? Il faut savoir estimer justement les temps de module. C'est ces niveaux, je me rejoins totalement là-dessus. Peut-être que moi, je suis trop exigeante. Voilà, donc c'est vraiment des choses comme ça qu'il faut penser à vraiment mettre à jour sur votre catalogue de formation, si vous êtes sur votre offre de formation, si vous êtes déjà sur une période de renouvellement. Bien évidemment, actualiser les données, vos documents, tout actualiser. Ensuite, je ne vois pas d'autre chose au niveau du premier indicateur qui est de l'information par rapport au distanciel. Les méthodes mobilisées, modalités d'évaluation, il faut tout ça, faut vraiment que ça soit. L'évaluation, je suis désolé, ma caméra me fait des petits problèmes de focus. Mais vraiment, ça va être ça, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir le distanciel. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que ça va être une durée estimée pour les travaux asynchrones. Donc ça, il faudra vraiment le mettre dans l'information au public. Après, il y a tout ce qui est plateforme technique, prérequis techniques, tout ça, va falloir le mettre. Tu vois d'autres choses, Nicolas, mais peut-être. Non, justement, c'est très bien. Moi, ce que je soulignerais, c'est qu'effectivement, cet indicateur, il faut qu'il soit bien réfléchi en amont quand on fait du distanciel, parce qu'il a aussi un impact sur les abandons derrière. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un mauvais débit, qui ne voit pas son interlocuteur flouté, parce que comment dirais-je, le matériel, les moyens mis à disposition, c'est aussi bien l'organisme de formation qui doit être qui doit avoir les bons moyens qu'effectivement le candidat, le stagiaire, qui lui aussi de l'autre côté doit mesurer en fait son débit. On l'a fait nous justement pour le webinaire là, c'était très intéressant sur nperf.com. Si vous voulez l'adresse du site, et c'est très bien, ça vous donne le débit et vous savez tout de suite si vous allez pouvoir faire une visio convenable ou pas. Ouais. C'est vrai, un petit truc tout bête, mais c'est vrai aussi, ce genre de petits tests, c'est vraiment utile, surtout si on est sur des formations à distanciel, sur du numérique, on a intérêt à avoir du débit.
Vous m'entendez Très là bien. ou pas? Oui, on t'entend très bien. On Ouais, te voit la plus, mais on caméra, t'entend. la C'est pas grave, caméra, t'inquiète. c'est coupé. Donc voilà, hein, c'est des prérequis spécifiques, la durée spécifique. Enfin, pour tout ce qui est asynchrone, si vous avez que des classes virtuelles, c'est pas gênant, la durée elle est fixe. Mais si vous avez des travaux asynchrones, il est évident que vous devrez donner une durée estimée. C'est une des spécificités pour le digital learning. Et puis voilà, dans les méthodes enfin, dans tout ce qui est technique, vous allez devoir détailler aussi dans votre programme ou le support sur lequel vous avez donné les informations, quelles sont les plateformes qui vont être utilisées. C'est quand même gênant de voir lors d'un audit qu'on utilise des outils qui sont pas présentés, hein. Donc ça peut avoir une conformité, quoi. Ouais. Ouais. Et puis même la manière de diffuser les informations. Alors, bon, là, il y a une petite question, je vais tout de suite y répondre. Les autres, on y répondrait parce que ça demande un peu plus de temps. Ces prérequis sont accessibles sur le site de l'OF ou sur les fiches formation? Monsieur, je vous laisse répondre ou je réponds? Je t'en prie, Nicolas, vas-y. Je parle beaucoup, moi. Alors ça peut être aussi bien présent sur ça doit l'être de toute façon. La donnée elle doit être disponible, donc ça Ça doit dépend être comment accessible. l'OF Voilà. fonctionne, mais ça peut être très bien sur le site internet, figurer sur le site internet de l'OF, tout à fait. Ou sur les fiches. Mais Ou voilà, il faut que ça soit accessible. Du voilà, moment que le accessible. candidat a accès à l'information facilement, c'est bon. Ensuite, je pense qu'on a fait le tour de l'indicateur 1, des choses à s'alerter quand on est sur du distanciel. Je peux juste un petit peu prolonger sur le Bien début. sûr. Le 2 aussi va un petit peu juger, mais c'est que ce que tu disais, Nicolas. Moi, clairement, hein, qui dit distanciel dit abandon, surtout pour les ressources asynchrones. 80% des ressources asynchrones ne sont pas terminées. Voilà une stat qui doit quand même vous taper un petit peu directement au cerveau. On a des problèmes de complétude sur tous les modules de learning. C'est pour ça que, à mon sens, la meilleure modalité distancielle qui existe, c'est blended, où on mélange des phases synchrones de classe virtuelle ou des phases on va dire, de médiation pédagogique, où on a des one-one avec certains apprenants et des phases asynchrones. Honnêtement, dans les indicateurs pertinents, quand on fait du distanciel et beaucoup d'asynchrone, ça va être de suivre un taux d'abandon. On vous demande dans l'indicateur 2 de suivre des indicateurs qui sont pertinents. Encore une fois, vous n'aurez pas de non-conformité si vous n'avez pas cet indicateur, mais on ne fait pas Calliope pour être conforme, on fait Calliope pour s'améliorer. Donc autant choisir des indicateurs pertinents. Et honnêtement, si dans votre organisme, vous visualisez comme des taux d'abandon, parce que vous les liez avec des modalités asynchrone, je pense que c'est un indicateur qui est tout à fait pertinent à suivre. Voilà, pour l'indicateur numéro 2, le taux d'abandon, ça peut être pertinent quand on fait beaucoup de distanciel asynchrone. Justement, on va en parler après du taux d'abandon. Ça fait partie des indicateurs sur lesquels justement on a des alertes sur le distanciel. Et voilà, on peut passer au prochain. En fait, c'est même pas le prochain. On aurait dû mettre 9, 10, 11, 12. Parce qu'ils sont tous à peu près liés par rapport au distanciel. 9, c'est l'information des publics des conditions de déroulement de la prestation. Donc, on en a déjà parlé dans le premier indicateur, c'est comment ça va se passer, et c'est lié aussi à l'engagement. Comme on l'a si bien dit, une mauvaise connexion, ou alors on se rend compte qu'on n'a absolument pas d'humain et qu'au final, ça ne nous convient pas. C'est des choses importantes à savoir. Le 10, pourquoi on a focus sur le 10, c'est le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l'accompagnement et le suivi au public bénéficiaire. Donc, comment faire ça en distanciel? Donc, quels éléments de preuve on va pouvoir attendre? Qu'est-ce que l'auditeur va pouvoir demander, va pouvoir constater? Fabrice, qu'est-ce que généralement les éléments de preuve qu'on te montre à ce moment-là, sur du distanciel, bien évidemment, qui pour toi sont probants et ceux qui ne sont pas assez probants? Après, le 10, c'est toujours, c'est toujours, comment dire, un indicateur où on n'a jamais finalement, jamais eu d'uniformité d'éléments de preuve sur cet indicateur. Mais en général, voilà, c'est ça va être
des modalités quand on prouve en fait que la modalité et le timing en fait sont concordants en fait. C'est-à-dire, Exactement. voilà. Un exemple tout bête sur une plateforme e-learning, par exemple, il faut que le candidat il aille valider le premier module, même si ça lui prend du temps, par le biais de questionnaires, peut-être plus de temps, pour pouvoir accéder au deuxième. C'est une forme d'adaptation, puisque le temps qu'il puisse bien se saisir de toutes les compétences, il n'a pas la même, il prendra un peu plus de temps qu'un autre. Du coup, c'est adaptable. Ouais, ça va être les séquences de médiation et d'accompagnement surtout. Voilà. Après, cet indicateur, il est parfois difficile à gérer parce qu'il est vraiment fonction aussi de la durée des formations. On n'aura pas forcément le même niveau. C'est ça aussi, si on est sur du blended learning avec la partie e-learning, ce que je disais tout à l'heure, le temps par module. Ce module est de 2 heures, ce module est de 20 minutes. C'est aussi des éléments de preuve qu'on peut prouver justement dans cette notion de mise en œuvre de la formation. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Mais là, clairement, le mieux là-dedans, c'est vraiment de prouver, à mon sens, ce qui est le plus probant et ce qui est le plus efficace, surtout, j'ai envie de dire. Et là, je sors un peu de mon rôle d'auditeur, mais plutôt d'accompagnateur Calliope, c'est de prouver qu'on a des séquences de médiation, quoi, que ce soit dans un blended. Moi, je le conseille en gros toujours pour 14 heures de faire trois classes virtuelles d'1 heure avec des séquences asynchrones entre. Et ben, il faudra que entre ces séquences asynchrones, pas forcément 1 heure en visio avec tout le monde, parce que si on a un apprenant, ça commence à être compliqué, mais d'avoir des relances mail, des choses comme ça pour montrer qu'on suit, quoi, et que c'est adapté et qu'on arrive à individualiser et à s'adapter aussi aux difficultés des apprenants, quoi. Il y aura une question d'ailleurs tout à l'heure, plusieurs questions sur ces. On y reviendra tout à l'heure parce qu'elles sont intéressantes. Alors, franchement, je prends le temps de répondre à la dernière sur le journal de connexion, les états de connexion. On a eu beaucoup de zèle des OPCO quand tous les établissements de France et de Navarre ont subi le digital learning imposé, c'est-à-dire pendant la période Covid. C'était du zèle, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le Code du travail, à aucun moment, il nous demande de tracer les états de connexion. Il vous demande, je rappelle, pour tout ce qui est FOAD, donc formation ouverte à distance, il nous demande un temps estimé des travaux à rendre, un accompagnement pédagogique. Faut savoir qu'il y a d'autres pays, j'ai eu quelqu'un qui me disait qu'il n'y a pas longtemps qu'en Allemagne, par exemple, le tracking, c'est un gros mot, quoi. C'est-à-dire que là, on touche aussi à des données personnelles, des choses comme ça, donc des états de connexion. Ça peut vous être utile pour le suivi pédagogique, ce genre de choses, d'avoir un LMS qui traque beaucoup d'indicateurs, mais en termes de législation, vous n'avez pas forcément à transmettre des états de connexion. Après, je ne sais pas, en tant qu'élément de preuve des états de connexion, moi, on m'en a jamais présenté en tant qu'auditeur. Je ne sais pas, toi, Nicolas, si tu trouves que c'est recevable ou pas comme preuve. Non, on n'a pas eu, j'ai pas souvenir qu'on nous ait présenté des états de connexion. En revanche, ce qu'on peut avoir, c'est comment ça s'appelle, des feuilles de présence, des fiches de présence qui sont validées à la fin de la connexion. Donc on voit simplement qui était présent et éventuellement combien de temps il était présent. Qu'est-ce qu'on a eu Non, c'est à peu près tout ce qu'on a eu sur ce qu'on voit généralement sur cet indicateur, c'est surtout les séquences, quoi. La validation de chacune des séquences, l'adaptation des séquences, s'il y en a qui ont décroché durant comme on n'est pas tous dans une classe, on n'est pas tous en présentiel, s'il y a eu des décrochages, c'est comment déjà on s'en aperçoit et puis comment justement on va s'adapter à ce décrochage pour remettre la personne dans le chemin. Ouais. Par exemple, si vous avez une plateforme et que vous voyez que vos apprenants, vous pouvez créer des alertes, et si vos apprenants ne se connectent pas au bout d'une semaine, programmer des alertes aussi qui peuvent justement prouver que vous adaptez, que vous engagez, que vous les suivez. Il y a des tas de petites choses. C'est pour ça que ces indicateurs, le 9, 10, 11 et 12, on peut aussi les aborder avec cet angle, les traiter pour le distanciel vraiment avec cette vision globale.
Le 11, on évalue l'atteinte par le public bénéficiaire des objectifs de la prestation. Je fais un rapide focus sur le 11. Tu me rejoins, j'imagine, Fabrice, même Nicolas. Les évaluations sur les plateformes en distanciel, c'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas non plus faire plus du contenu sans évaluer que le contenu il a bien été assimilé. Donc ça, c'est des choses. Mais non, mais ils ont validé. Regardez, ils ont cliqué sur valider. C'est bon. Non, Ouais. c'est pas bon. C'est même Non, c'est pas central bon. et ça pose la question de la nature même de l'évaluation. Voilà, il y a des choses. L'atteinte des objectifs, je sais pas, hein, si vous faites une formation pratico-pratique, il y a des gestes. Est-ce que après avoir un questionnaire 100% théorique, alors que c'est des gestes techniques, valide les objectifs de la formation? Ça, j'en suis pas sûr, quoi. Donc, à distance, voilà, on peut pas tout faire à distance, hein. Vous pouvez pas faire passer un CACES à distance, hein, par exemple. Là, je pousse le vice dans mon secteur d'intervention avant, mais oui, bien sûr, il y a une adaptation. Le 11, il est important aussi pour ça. Voilà, à distance, on peut pas tout évaluer non plus, hein, donc voilà. Il faut adapter les modalités d'évaluation aussi, quoi. Exactement. Sur le 12, celui où on a voulu se focus, le prestataire décrit et met en œuvre les mesures pour favoriser l'engagement des bénéficiaires et prévenir les ruptures de parcours. Depuis tout à l'heure, on vous en parle suffisamment, c'est le plus gros risque des formations à distance, c'est le décrochage. Donc, on aura d'autres questions, on répond. Là, on finit rapidement, on n'a plus qu'un indicateur, ensuite on focus sur les questions. Donc, pour en revenir sur cette notion d'engagement et de prévention des abandons sur le distanciel, tout à l'heure, j'ai dit un petit exemple. Déjà d'une, voilà, les temps de connexion. Si vous voyez qu'un apprenant n'est pas connecté depuis X heures ou X jours, hop, pareil, s'il a des deadlines, voilà, qui doit rendre un examen ou finir un module avant telle date, c'est des choses qui vont prouver que vous engagez aussi, que vous suivez votre apprenant. Les garçons, vous avez une autre chose à rajouter par rapport à cet indicateur-là? Il y a plein de choses à dire pour celui-là, hein. Bah, moi, c'est voilà, si tu me permets, Nico. Moi, honnêtement, celui-là, moi, si on me dit que voilà, je suis sur un organisme 100% distanciel, c'est clair que je vais avoir une vista un peu particulière sur celui-ci, hein, c'est évident parce qu'il est crucial et que on peut pas passer à côté, hein, on peut pas passer à côté. Il va vraiment falloir prouver qu'on a des process. Souvent, les plateformes les permettent, hein, donc des relances, des accompagnements, enfin, accompagnement pédagogique parce que c'est la loi. Donc celui-là, clairement, si vous faites du distanciel, encore plus s'il est long, s'il y a des gros, et encore plus s'il y a des grosses parties asynchrones, soyez vigilants sur vos process, essayez de regarder vraiment que vous tracez les difficultés, les abandons, quoi. Et à la fois en curation, après, mais surtout avant. C'est-à-dire que vous avez aussi, quand on a, et là je sors un peu de Calliope, mais quand on a un parcours distanciel qui se résume à des vidéos, un amas de vidéos, faut pas s'étonner qu'on a des abandons derrière. Donc, varier les modalités et toutes ces choses-là, c'est la meilleure façon, on va dire, d'être conforme, mais d'aller au fond de l'indicateur, c'est-à-dire d'éviter d'avoir des abandons, quoi. Ouais, effectivement, c'est ce que je voulais dire. C'est que cet indicateur, finalement, c'est la donnée de sortie, enfin, c'est la conséquence des autres. Donc il faut évidemment pour pouvoir le réguler, travailler sur les autres indicateurs. Et ce que je voulais mettre en exergue aussi ici, c'est le mot procédure que vous retrouvez dans cet indicateur. On dit procédure de gestion des abandons. Donc une procédure, ça va être une suite de tâches, hein. Donc faudra bien avoir établi une procédure et l'avoir adaptée, évidemment, cette procédure, en fonction de votre mode de montée en compétences. Voilà. Exactement. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la première étape? Peut-être des mails de relance, des mails automatisés si en plateforme. Ensuite, vos mails à vous et prise de contact. Tout ça, c'est des éléments de preuve qu'il faut noter. Voilà, créer une procédure. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Et derrière, être en mesure de pouvoir prouver les éléments. C'est bien beau d'écrire la procédure, envoi d'un mail et tout. Non, nous, l'auditeur voudra voir derrière le mail. Ouais, et puis utiliser les possibilités de vos plateformes pour ça. Enfin, je veux dire, moi, je suis quand même parfois étonné
de voir qu'on est sur des formations, on a des plateformes pédagogiques qui sont élaborées et on a un livret d'accueil en PDF, alors qu'aujourd'hui, des livrets d'accueil un peu interactifs, un peu sympas, c'est très très facile à faire quand on est des outils digitaux. Moi, j'en fais avec Articulate Rise. Honnêtement, c'est quand même bien plus sympa qu'un pauvre PDF. Et tout de suite, au final, ça valorise l'organisme, ça valorise l'apprenant, parce qu'il est déjà, dès l'entrée dans sa formation, il est un peu plus actif. Voilà, c'est vraiment, je pense que la clé de la prévention des abandons, et donc la clé de la conformité, par conséquence, elle est dans le choix des outils et des modalités engageantes, hein, tout simplement. Et puis, enfin, si vous êtes en plus de ça sur des formations qui mènent à du certifiant, il faut vraiment, voilà, parce j'entends combien de centres de formation qui disent oui, mais les apprenants, ils disparaissent, ils vont pas passer leur test d'anglais, ils vont pas passer leur test de Word, de Excel. Justement, c'est dès ce moment-là où on peut les sensibiliser et faire en sorte qu'ils aillent la passer, la certif. Parce que c'est un vrai problème pour nous aussi, les organismes de formation, surtout quand ils sont sur du CPF, de pouvoir les capter sur du distanciel. Là, il faut vraiment être irréprochable. Quelque chose d'autre à rajouter sur le 12, messieurs? Petit retour d'expérience, hein, perso, il y a quelques années, moi j'ai passé, c'était au début du CPF, j'ai claqué mon CPF dans une formation Office complète. Alors j'étais un petit peu aventureux, j'ai commencé par Access, franchement j'ai pris cher, si je peux me permettre, et honnêtement, je me suis retrouvé vraiment, vu que les ressources elles étaient mal faites, qu'il y avait qu'un seul exercice, qu'on n'avait pas d'interlocuteur derrière, c'était vachement compliqué en fait d'aller au bout des ressources, et j'ai dû faire preuve d'abnégation pour aller jusqu'au bout. Donc pensez à l'expérience utilisateur, hein, c'est la meilleure façon de prévenir les abandons, c'est la meilleure façon d'être conforme. Il n'y a pas de secret, hein, franchement, sur cet indicateur. Ouais. Maintenant, on va vite finir, on va vite accélérer parce que je vois l'heure qui tourne et on va prendre un petit peu de temps pour répondre aux questions. Donc le 19, en fait, pourquoi on a focus sur le 19 aussi pour la distancielle? C'est le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de se les approprier. Voilà, vous ne jetez pas la figure. Et oui, vous mettez en place des plateformes, il faut des tutos, voilà, vous mettez en place des. Voilà, exactement. Et là, on répond à une question justement qui avait été posée dans le chat. Nous avons mis en place un tuto pour les fonctionnalités du logiciel. Cela aussi un élément de preuve pour la prise en main technique. Tout à fait. Voilà, si vous êtes sur du distanciel, tuto, comment on fait pour prendre en main la plateforme. En cas de panne de la plateforme, qu'est-ce qui se passe aussi? Enfin, ça, c'est d'autres choses. Mais voilà, c'est vraiment tout ça qu'on va vous demander de prouver pour la formation à distanciel. Comment vous avez fait pour que votre candidat il ait bien accès à votre plateforme? Donc, le tuto, généralement, ça marche très, très bien. J'insiste, hein, franchement, Nat, sur la mise à disposition des ressources et le fait qu'ils doivent pouvoir se les approprier. C'est surtout ça qui est important. C'est vraiment ça. Et il y a des choses qui sont très simples. Honnêtement, moi, je forme sur Canva. Canva, vous pouvez avoir une présentation que vous pouvez transformer en tableau blanc. Ça prouve. Moi, je suis auditeur. Si on prouve qu'on a travaillé, échangé autour d'une slide qui est devenue un tableau blanc, et que la slide, après le tableau blanc, il est mis à disposition sur la plateforme, ça veut dire quoi? Qu'on met à disposition les ressources, mais qu'on se les ait déjà appropriées, par exemple, dans une phase synchrone, parce qu'on a travaillé dessus. Donc, c'est aussi ça qu'on cherche, c'est de voir, oui, vous avez mis en place des ressources pédagogiques, mais qu'est-ce que vous avez fait derrière sur ces ressources digitales pour que les personnes les prennent en main facilement, en fait. Donc, le fait de travailler dessus déjà dans une phase synchrone, ça peut être un élément de preuve, par exemple. Donc, pensez aux outils collaboratifs, tout ça, ça prouve que vous poussez vos apprenants à vous approprier les ressources pédagogiques, en fait. Ouais. Voilà. Exactement. Et justement, ensuite, celui où mon petit focus, c'est sur le 26. Donc, c'est l'indicateur référent handicap, je dirais, entre guillemets, enfin sur le handicap. Le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner ou former les publics en situation de handicap. Parce que oui, même à distanciel, pensez à la notion de handicap.
Il y a des tas d'outils qui existent pour pouvoir justement adapter. Donc, on a des sous-titres, même sur les troubles 10, je sais qu'il existe des outils particuliers, pour le daltonisme aussi. Donc, vous voyez, c'est au-delà généralement de ce qu'on pense du handicap. Hein. Il y a vraiment d'autres outils. Juste après, d'ailleurs, à la slide suivante, je vous montre que le support sera téléchargeable. Je vous ai mis 2 petits liens de la GFiche avec des outils, des modules de formation gratuits. Donc, en même temps, vous serez sur les indicateurs de formation. Voilà, vous maintenez votre niveau de compétence en vous formant et vous faites votre veille. Donc, maintenant, on va pouvoir passer aux questions. Donc, je remonte dans les questions. Alors, concernant l'information du public, qu'est-ce qui est demandé pour vérifier les éléments? Audit de renouvellement, programme, OK, info sur le catalogue. Quand on est sur un audit de renouvellement, déjà d'une, bien vérifier que ces informations elles sont datées et actualisées. Bien vérifier qu'on a bien mis, on a bien suivi l'évolution justement, les dernières évolutions, et que maintenant, quand on doit afficher son certificat Qualiopi. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'il faut vérifier. Ensuite, si les formations en distanciel ne concernent qu'une partie des actions, ces exigences quant aux prérequis sont les mêmes. Alors, si les formations en distanciel ne concernent qu'une toute partie des exigences quant aux prérequis sont les mêmes. Je n'ai pas compris la question, messieurs, vous comprenez la question? C'est les formations distancielles. Bah, ouais, en fait, c'est-à-dire que. Ah oui. En fait, la modalité change. Oui, ça y est. La modalité change. Forcément, si la modalité change, la prestation change. Et donc, les prérequis devront être adaptés à. Vous ne pouvez pas copier-coller, à mon sens, une fiche programme d'une session présentielle pour une session distancielle. Là, on aura un problème. Donc, si vous n'avez pas de problème, je vais schématiser, si vous n'avez pas de problématique liée à la maîtrise d'un outil informatique, une connexion Internet, vous n'avez pas session présentielle, par exemple, vous n'avez pas le mentionner dans le programme. Si vous avez cette problématique parce qu'il y a des phases distancielles, faut les noter, c'est évident. Oui, et de toute façon, l'organisme de certification va faire donc un échantillonnage des formations donc cet échantillonnage, il va le faire avant l'audit. Hein. Donc l'organisme de formation, maintenant, depuis le 1er septembre, est obligé d'envoyer la liste de ses formations. L'organisme de certification fait un échantillonnage. Il lui dit sur quelle formation on va travailler et il peut très bien sélectionner donc différentes formations, que ce soit du distanciel ou du présentiel, mixer les deux, etc. Donc effectivement, la réponse est oui. Hein. Il faut se préparer, faut s'adapter en fonction du type de formation que vous dispensez. Ensuite, l'autre question après. Alors, les tests de positionnement sont-ils obligatoires dans le cadre d'un format hybride, dans le cadre où la digitalisation vient en complément? Il s'agit d'une modalité. Oui, on l'a dit tout à l'heure, connexion et tout. Voilà, nous avons. Tu parlais de positionnement, mais le test de positionnement vient quand il y a des prérequis, hein, de toute façon. Donc, voilà. S'il n'y a pas de prérequis, faut le dire, c'est tout. Donc ça change pas vraiment. Ça change pas vraiment au final dans le cadre d'une session. Donc ensuite, la question de Sylviane, on a pu y répondre. Le journal de connexion aussi. Un pourcentage de progression peut être recevable. Oui, un pourcentage de progression sur l'avancement sur la plateforme e-learning est un élément de preuve qui prouve que l'apprenant, effectivement, il avance dans son parcours. Oui. Les états de connexion sont demandés par les financeurs pour prouver le service fait. Oui, c'est un des éléments qu'ils demandent. Alors, selon certains financeurs, il y en a qui les acceptent plus ou moins bien. Mais ouais, bref. Non, c'est pas l'esprit de la loi. Enfin bon, bref, c'est pas l'esprit de la loi. Moi, j'estime que c'est du zèle, mais voilà. Alors, fiches de présence, émargement numérique sont donc suffisants. Formation coûte de 1 jour ou 2. Du moment où vous avez les mails d'envoi, les mails de convocation à la formation avec les liens de connexion, les émargements, fiches de présence, vous voyez d'autres choses, messieurs? Non, pour moi là, fiche de présence, émargement, oui, c'est. Au final, ça change rien, c'est juste dématérialisé. Voilà. Dans le cas de phase synchrone, en tout cas, ça change rien. Ouais.
Il n'y a pas tant de Voilà. spécificité que ça au final, hein. Il y a vraiment ces points qu'on a évoqués, ces indicateurs. Voilà, des fois, c'est des petites choses où on se dit, on les oublie sur le distanciel et vous pouvez vous prendre une non-conformité. Parce que vous n'avez pas pensé à faire une petite chose comme ça, une petite traçabilité, ou normer quelque chose. Alors ensuite, pour l'accessibilité en distanciel, il y a aussi pour les personnes en situation de handicap, nous avons donc une référente handicap. Nous envoyons aux inscrits un formulaire de recueil de besoins en amont pour les PSH, si besoin d'adaptation spécifique. Un de nos logiciels aussi dispose de modes d'accessibilité, police, sous-titrage et tout. Très bien, Sylviane. Voilà, mais Voilà. des fois, il faut adapter avec le logiciel. Avec Word, c'est très facile de faire de l'accessibilité. Je veux dire, même si vous utilisez Canva, vous faites un clic droit et vous pouvez mettre du texte alternatif. Dans Canva, il y a une revue d'accessibilité. Donc voilà, il faut utiliser les possibilités des logiciels, hein. Il y en a beaucoup qui vous aident à ça. Et si vous n'êtes pas compétent, pas suffisamment compétent, n'hésitez pas à vous rapprocher des organismes que vous avez identifiés, hein, dans votre process. Alors, la prochaine question, non. Alors, les éléments de preuve pour l'indicateur 10 et 12 sont donc identiques. Je rappelle, le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l'accompagnement est suivi au public bénéficiaire. Le 12, le prestataire décrit et met en œuvre les mesures pour favoriser l'engagement des bénéficiaires. Il y a une petite différence qui est quand même assez importante, c'est l'engagement. Donc oui, il y a des éléments de preuve. Vous pouvez, par exemple, ces deux indicateurs, on peut les retrouver au sein d'une même procédure sur le suivi des apprenants et aussi comment on fait en cas de décrochage, comment on s'assure qu'ils sont connectés, qu'ils sont bien effectués les exercices, les modules, c'est toutes ces choses-là. Donc oui, c'est pas tout à fait les mêmes éléments de preuve parce que pour justement le décrochage, pour éviter le décrochage, on va vous demander vraiment des éléments liés à l'engagement. Il y a des choses qui sont plus liées à l'individualisation de la formation, à l'adaptation au niveau, au final, dans le 10. On est dans le même critère. Il faut bien comprendre que vous faites une procédure à partir de la globalité, partez du critère, et après, les indicateurs viennent dans le critère. Mais donc, le 10, c'est plus, on va dire, l'individualisation, le suivi du niveau, mais finalement, c'est une étape aussi de prévention des abandons. C'est évident, mais attention, dans le 12, on nous demande vraiment une procédure détaillée de gestion en amont, en aval, c'est-à-dire que vous faites de la prévention. S'il y a de l'abandon, vous faites rentrer ça dans une procédure et vous en tirez des conséquences pour votre amélioration. Est-ce que vous menez un entretien? Est-ce que vous proposez une solution? Il a peut-être du mal sur un module, donc est-ce que vous lui proposez un cours, un supplément, d'autres supports de cours? C'est tout ça qu'on va attendre sur cette notion de adapter la modalité, enfin voilà, il y a énormément de choses, hein. Donc ce qu'on veut en fait, c'est que vous tiriez les conséquences de, si vous avez des abandons, vous les analysez, vous en tirez les conséquences pour la personne et surtout pour parce que même cause, même conséquence pour les formations futures, hein. C'est-à-dire, si vous avez un problème qui se pose une fois, ça peut être un accident de parcours. Si vous avez le même problème qui commence à se poser 2 fois, 3 fois, il faut prendre une action. Là, je rebondirais, mais on est là, on n'a plus le temps. Enfin, déjà, on a bien débordé. Mais là, c'est de l'amélioration continue. Et là, on en serait sur l'indicateur 32, où j'encourage fortement à noter ce genre d'incident. Un journal de ville de votre organisme de formation. Quand vous avez un incident, vous le notez dans un fichier Excel. En même temps, ça sera une preuve pour vos éditeurs que justement, vous faites de l'amélioration continue. Vous notez les choses et vous les résolvez. Mais là, c'est tracé. Je reprends les questions. Quel outil pour le livret d'accueil interactif? Je n'ai pas bien entendu. Ouais, ça, vous pouvez le faire avec... vous pouvez me consulter, j'ai envie de dire, si vous voulez. Mais moi, je le fais avec Articulate. Donc, c'est une suite e-learning qui est quand même qui est un peu cher, qui vaut 1600 € par an, et puis qui a un outil auteur très puissant. Ce serait dommage de payer parce qu'en fait il y a 2 outils, il y en a un qui est simple, il y en a un qui est compliqué, et moi je le fais avec l'outil simple, le livret d'accueil. Donc ce serait dommage en fait de payer un outil cher pour utiliser un outil simple, mais vous pouvez le faire avec Geniali, vous pouvez le faire ne croyez pas que PowerPoint est un outil dépassé. Avec PowerPoint, on peut faire des présentations interactives très très facilement. Vous pouvez faire des choses comme ça avec Canva. Voilà, avec Canva, vous imaginez pas non plus tout ce qu'on peut faire. Donc, il y a des outils pour ça. Mais honnêtement, utilisez-les parce que franchement, les PDF, je veux dire, quand on a un PDF en pièce jointe d'un mail avec un livret d'accueil, mais qui va l'ouvrir, qui va le lire?
Alors quand il est sur la plateforme qu'on va utiliser en amont tout en haut, que c'est sous un forme de module, ben, on a déjà l'impression d'être dans la formation. Donc, c'est quasiment obligatoire que le livret va être ouvert, quoi. Donc, voilà, des outils comme Articulate, comme Genially, comme Canva, PowerPoint si on maîtrise bien, mais un truc un peu plus vivant et sympa, quoi. Merci Fabrice. Une vidéo. Ensuite, l'indicateur 12 est-il exigé même en cas de module sur des parcours non certifiants? Oui, tout le temps. Le 12, c'est obligatoire. Faut-il demander, après que la formation distancielle terminée, pourquoi les apprenants n'ont pas réalisé le e-learning malgré les multiples relances? Bah, si vos étudiants ne vous répondent plus, enfin voilà, il faut simplement prouver à l'auditeur que vous avez fait toutes les relances nécessaires, que vous avez fait 2, 3 mails et que vous avez bien suivi votre procédure justement de remédiation. Voilà, c'est là justement le lien. Ensuite, bonjour, avoir la certification Calliope suffit pour avoir accès à des financements type CPF? Non. Ou faut-il également s'adosser à une certification RS ou RNCP? Bah oui, si vous êtes sur du RS, si vous voulez faire du certifiant, Calliope ne suffira pas. L'accès au CPF, c'est une autre problématique. Calliope ne suffit pas et à l'heure actuelle, ça devient très très compliqué d'accéder sur le CPF. Ça pourrait être l'objet d'un futur webinaire. Ils ont énormément compliqué, enfin pas compliqué, c'est-à-dire que c'est très riche. On vous demande beaucoup de documents. Il faut être très précis, parce que si vous répondez à côté, vous pouvez, voilà, ça ne se fait pas comme ça, hein, ça prend moins de 2 mois de se faire référencer comme organise votre formation sur EDOF. Et puis pour trouver un partenariat, s'appuyer sur un RS ou un RNCP, c'est aussi une autre histoire. Ensuite, 80 en présentiel, des feuilles d'émargement signées dans Miro sont-elles recevables? Je ne connais pas Miro. Miro, c'est un tableau blanc collaboratif. Ben, je ne vois pas pourquoi elle ne le saurait pas. Après, la question, c'est surtout comment vous les trans. Après, l'émargement, le problème, c'est qu'il faut quand même pouvoir identifier la personne. Voilà. Le seul truc, c'est qui a signé, quoi. C'est un petit peu ça, la problématique, mais elle se pose aussi pour le papier, hein, tout simplement, hein. Donc, moi, j'ai pas de réponse tranchée là-dessus parce que je pense pas que ce soit mon rôle d'auditeur d'aller regarder une validité de signature. Ça va être plutôt le. Voilà, nous, alors ça aussi, un auditeur, c'est pas un inspecteur, il est là pour auditer et constater. Ouais, et honnêtement, ça c'est plutôt, je vous renvoie plutôt à votre OPCO parce que c'est pas tellement votre auditeur Calliope de vous dire si la signature là elle est valable ou pas, quoi. Après, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'il y ait le nom, le prénom et Voilà. évidemment la signature. Ou un état comme quoi il s'est connecté. Calliope permet d'accéder à quel financement public? Bah là, vous avez les financements des OPCO. Quand on a Calliope, généralement, quand on sait qu'on veut faire de la formation professionnelle, que les financements sont OPCO et FPL, même si maintenant les OPCO sont de plus en plus sur du certifiant aussi. Mais Calliope, c'est 15 steps pour accéder au fond de la formation professionnelle. Le CPF, c'est vraiment très très loin. Les logiciels RH type Workday font-ils preuve de suivi? Je ne connais pas Workday, je suis désolée de ne pas pouvoir vous répondre sur ce type-là. Donc, en tout cas, 13h13, on a débordé, il ne devait faire que 45 minutes. Donc, messieurs, je vous remercie de votre participation. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Bien évidemment, la présentation sera téléchargeable. Voilà, il suffira simplement de revisionner le webinaire, vous pourrez télécharger. Et bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie. Et donc, prochain webinaire dans un mois sur un autre sujet qui sera les alumni RNCP-RS. Merci à tous. Merci Nathalie, merci Fabrice, merci à tous. Au revoir. À bientôt, au revoir.